Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, écrivain, essayiste et aussi académicien français. Vous avez publié de nombreux essais sur la littérature, l'amour et la modernité. Vous avez aussi souvent été à l'origine de controverses, de polémiques autour de ce que vous avez pu dire sur le nationalisme, la colonisation, le sionisme et Israël, la notion d'identité, l'antisémitisme et le racisme, aussi sur le multiculturalisme ou encore sur les failles du système éducatif français dont on parle encore ces jours-ci. Et votre actualité, c'est la publication de ce livre, Pêcheur de perles chez Gallimard, peut-être l'un de vos livres les plus personnels, dans lequel vous vous confiez sur l'amour, sur la maladie, sur la mort, ou encore sur l'identité juive. Alors une question simple, pourquoi ce livre, pourquoi maintenant, et de quelles perles parlez-vous ? Pourquoi ce livre ? Je ne saurais pas. Comment répondre. vous est venue l'idée de ce livre alors ? Je suis un collectionneur de citations. Les perles, ce sont justement ces citations. Alors oui, bien sûr. J'ai relu à l'occasion de ce livre un très bel article consacré par Hannah Arendt à Walter Benjamin, qui collectionnait lui-même des citations, qui rêvait d'écrire un livre exclusivement composé de citations. Il s'effacerait derrière les pensées des autres. Moi, je ne suis pas allé aussi loin. Mais c'est un peu ce que vous faites, parce qu'à partir des citations, vous parlez d'un certain nombre de thèmes, de thématiques. Mais je ne m'efface pas, au contraire. Voilà. Ouais. Je m'expose. Mais surtout, c'est elle qui compare Benjamin à un pêcheur de perles. Alors, le pêcheur de perles, c'est aussi le titre d'un opéra de Bizet, mais j'ai pris cette métaphore à mon compte. Voilà le sens du titre. Et c'était pour moi la possibilité nouvelle d'écrire sans bâtir une démonstration, sans défendre une thèse, m'attacher à un seul thème. Je pouvais aller, sinon dans tous les sens, mais dans plusieurs sens à la fois. Ce qui était libérateur, ce qui me permettait en effet d'aborder aussi bien la question de l'amour que celle de la mort et de la fin de vie, ou de la civilité, ou de l'humour, etc. Et c'est quelque part, ça résume votre pensée. Oui, bien sûr. Et alors, on va citer des citations de Kundera, d'Elias Canetti, d'Hannah Arendt, dont vous avez parlé, Camus, Lévinas, qui est ancré en vous, de Tocqueville, Nietzsche, Thomas Mann ou encore Valéry, avec à chaque fois développé autour d'un thème particulier. Donc, c'est bien juste qu'elle synthétise votre pensée, ces citations. C'est qu'elle synthétise votre pensée. Alors, je ne dirais pas qu'elle synthétise ma pensée, qu'elle vous permet de l'expliciter. Ça me permet d'aller sur des terrains que je n'avais pas encore explorés. Alors, il y a des leitmotifs, parce qu'on ne se refait pas. Je parle de la question de l'école, de l'Europe et de la culture, etc. Mais par exemple, je n'avais jamais abordé la fin de la vie, ni la fin de vie, et l'occasion m'en a été donnée par une superbe citation d'Elias Canetti, « La mort est de Dieu, et elle a dévoré son père ». C'est une phrase qui en dit long sur la vérité douloureuse de l'athéisme. On a pu avoir une vision triomphante d'un athéisme où l'homme prenait la place de Dieu. Mais l'athéisme, en réalité, n'est pas triomphant. Il est orphelin. Et ça veut dire que c'est pas l'homme qui a vaincu Dieu, c'est la mort. La mort, si vous voulez, qui est plus forte que la foi. Et c'est la mort, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'effectivement, la mort a le dernier mot. La mort a le dernier mot, oui. On va en reparler. Mais vous racontez aussi dans ce livre beaucoup. Vous ouvrez ce livre avec la rupture qui a failli vous faire perdre celle qui allait devenir votre femme, Sylvie Topalov. Cet épisode, c'est quoi ? C'est le moment le plus marquant de votre vie, Alain Finkielkraut ? Ça a été... Qui a marqué votre vie ? Ça a marqué mon amour du sceau de la fragilité. Cette rupture n'a pas duré. En fait, elle est revenue au bout d'une dizaine de jours. À travers un geste. Oui. Tout à fait unique. Oui, racontez-nous ça. Elle était
elle était partie à l'occasion d'une dispute un peu futile, mais c'était la goutte d'eau. Je devenais envahissant, peut-être par inquiétude, et donc elle a décidé de partir. Mes proches m'ont conseillé de faire le mort pour qu'elle revienne. Et vous avez fait le contraire. Et j'ai fait le contraire, parce que de toute façon, je ne pouvais pas obéir à ce conseil. C'était au-dessus de mes forces. Et nous avions vu des très beaux tableaux d'un peintre peu connu, Vidalens. Et donc, je suis allé à la galerie qui les exposait. Il y avait un violoncelle, presque un portrait de violoncelle, si j'ose dire. Et donc, je l'ai acheté. C'était déjà cher à l'époque. Et pour ma bourse, ça l'était énormément, si je puis dire. La galeriste m'a dit, vous l'aurez à la fin de l'exposition. S'apprêtait à mettre une pastille. J'ai dit, non, ça c'est pas possible. Il faut que je le prenne tout de suite. J'ai négocié, j'ai pris le tableau avec moi et je l'ai déposé, au risque qu'il soit volé, sur le pas de sa porte. C'est pas ça qui l'a fait revenir. Mais quelque part, ça a contribué quand même. Peut-être. En tout cas, oui, elle sentait. En tout cas, c'est resté dans votre... Mais c'est resté dans... C'est-à-dire parce que je n'ai pas obéi conseil, je me suis exposé. Entre l'amour propre et l'amour, j'ai choisi l'amour et la possibilité de perdre la face. Alors oui, je raconte cela, pas pour le plaisir de parler de moi ou de raconter ma vie, mais parce que j'ai voulu, à travers cette histoire, et plus largement mon histoire, explorer une dimension un peu négligée de l'amour. Vous citez notamment Paul Valéry, le cœur consiste à dépendre. Oui, ça c'est la citation initiale, mais ça on en parle déjà, d'autres l'ont dit, notamment Jean Kelevitch, le cœur le plus sec, tandis qu'il était amoureux, a connu la grâce de vivre pour un autre. Mais j'essaye d'aller plus loin ou ailleurs, j'essaye de faire apparaître une composante donc négligée aussi bien l'emprise par les poètes. Non, l'admiration. L'admiration, oui, c'était pour en venir à l'admiration. Je voulais vous poser la question, c'est amour ou admiration, ou amour et admiration? Pour moi, c'est l'admiration comme composante de l'amour, et l'admiration comme forme de lucidité. Il n'est pas vrai que l'amour rende toujours aveugle, il peut ouvrir les yeux, et c'est une lucidité qui, loin de se confondre avec le désenchantement, naît de l'émerveillement. Voilà ce que j'ai essayé de dire. En effet, l'amour dans sa modalité la plus haute est un chemin de connaissance. Un chemin de connaissance, alors vous dites aussi l'amour relève de l'emprise, et cette emprise est une bénédiction. L'amour, c'est être dominé, subjugué, assujetti, aimer, c'est passer après. Et qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'amour ou c'est la personne elle-même? C'est la personne aimée. Moi, je ne suis pas un amoureux de l'amour. Ouais. L'amour de l'amour, non, je n'aime pas ça. C'est pas ça. L'important, c'est la personne à laquelle cet amour s'adresse. Et ça fait 40 ans que ça dure. Écoutez, oui, on peut dire, oui, non, nous sommes mariés. C'est rare. Nous sommes mariés aujourd'hui. En 1950. Non, ce qui est rare, mais je veux pas trop en parler parce que je veux pas me citer en exemple, ni apparaître touchant ou attendrissant, tout ça. Non. Mais effectivement, je croyais moi-même, au départ, j'étais plutôt sceptique, comme nous ne sommes plus des romantiques. Sceptique, méfiant, je pensais que la durée avait toujours raison de l'intensité. D'où l'idée d'un amour qui évoluait en conversation, en amitié maritale, pour parler comme Montaigne. Et là, j'ai la chance de connaître l'intensité dans la durée. Mais je ne veux pas aller trop loin, parce qu'encore une fois... C'est quoi l'intensité dans la durée? C'est le concrètement. Fait que... Non, mais concrètement... C'est le fait qu'on est toujours amoureux. Ouais. C'est le fait qu'on est toujours amoureux. C'est donc, et ça, c'est étonnant parce qu'on dit, on peut penser l'amour évolue, l'amour devient plus tranquille, etc. Et bon, voilà, c'est une conversation douce. C'est l'amitié, c'est plus de l'amour, c'est plus de l'amour physique. Voilà, c'est plus. Et c'est pas le cas pour vous.
C'est ce que dit. Malheureusement, j'ai trouvé une très belle citation aussi sous la plume de François Mitterrand. Pourquoi malheureusement Parce que ça fait un peu drôle. Alors allez-y. Non, c'est sa correspondance avec Anne Pinjot que je n'ai pas lu en entier, mais à la fin, je crois qu'il a cette phrase très belle. Tu es ma chance de vie. Et c'est ce que vous dites à votre femme. Ma chance de vie. Non, je lui ai jamais dit. Non, après, mais vous le pensez. Je l'ai pensé. Je lui ai jamais dit comme ça. Enfin, après, je lui ai dit parce que c'est Mitterrand qui me l'a soufflé. Mais voilà, il faut. Un grand penseur. Ça, un grand penseur Mitterrand alors. Hein, un grand penseur Mitterrand. Non, mais en tout cas, un véritable amoureux. Un véritable amoureux. C'est quoi le désordre amoureux, Alain Finkielkraut, ou pour reprendre le titre du livre, Le nouveau désordre amoureux que vous avez écrit avec Pascal Bruckner, c'était en 1978. Oui, c'est très ancien. C'est pas le premier livre de Pascal Bruckner. Mais c'est votre livre. Qui était très précoce, mais c'est mon premier livre. Je dis aussi donc qu'il m'a mis le pied à l'étrier. J'écrivais des articles pour comme ça pour universitaires. Et avec lui, j'ai pris le risque d'essayer d'écrire pour tout le monde. Et le nouveau désordre amoureux, c'était chez nous. Dans ce qu'on faisait, c'était un moment qui était celui... Chez nous, dans votre couple ou chez les 68ards oui, mais justement, c'est prendre des distances avec l'idéologie 68arde qui est celle de la libération sexuelle et d'une apologie, aujourd'hui ça fait drôle à tout le monde, de Wilhelm Reich, de l'orgasme, une sorte de fusion. Et nous avons voulu montrer dans l'amour, non pas la fusion, mais la dissymétrie. Aussi bien la dissymétrie érotique et que la dissymétrie amoureuse. Et moi, j'ai écrit dans ce livre-là, notamment, j'ai commencé par le chapitre sur la formule « je t'aime ». Voilà, nous introduisions un peu de désordre au sein du discours qui tendait à devenir canonique de la libération sexuelle. 40 ans après, vous en êtes toujours là ? Non, j'écrirais pas les choses comme cela, mais il y avait quand même une intuition très juste, enfin, 45 ans après, dans l'amour, l'idée d'une dualité plutôt que l'idée d'une fusion. Alors en quoi l'amour est quelque chose qui vous hante, vous le dites, vous l'écrivez depuis votre enfance ? Pourquoi ? Je ne sais pas, qu'est-ce que je ne peux pas vous répondre, moi. Mes premiers amoureux... C'est un manque de votre enfance ? C'est moi amoureux, j'avais 6 ans, j'étais en colonie de vacances, donc... D'une certaine manière, oui, ça a toujours compté pour moi. J'ai cru donc longtemps que voilà, ça durait 2 ans, 3 ans, et puis ça se fanait nécessairement. Autre chose s'est passé dans ma vie, mais c'est une question en effet qui ne cesse de m'habiter. Il y a le nouveau désordre amoureux. Quelques années plus tard, il y a eu la sagesse de l'amour autour de Lévinas, qui est un penseur étrange, Lévinas, parce qu'il ne nous parle que de l'éthique, mais il est justiciable d'une double lecture. Ce qu'il dit de l'éthique s'applique aussi à l'intrigue amoureuse. Son livre le plus difficile, malgré Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, il définit l'intrigue éthique par cette formule, malgré moi pour un autre. C'est la formule même de la passion, malgré moi pour un autre. Oui, la passion amoureuse. Oui, donc j'ai fait cette lecture de Lévinas, et puis il y a eu... un livre d'essais littéraires, Et si l'amour durait, et maintenant il y a ce chapitre dans Pêcheur de paix. Donc en effet, c'est un des fils directeurs de ma vie, et si j'ose ainsi m'exprimer, de ma pensée. Est-ce que vous êtes un pêcheur de perles ou vous êtes quelqu'un qui a beaucoup pêché dans sa vie ? Non, je n'ai pas beaucoup péché. Je ne sais pas ce que dira le bon Dieu, mais je n'ai pas beaucoup péché. Non, ça va. Ça va. Vous qui vous livrez beaucoup, qui vous livrez sur l'amour, est-ce que ça vous parle, le réarmement démographique dont a parlé Emmanuel Macron ? Là, vous changez de sujet. Oui, il faut un peu bouger, un peu évoluer. Écoutez, est-ce que ça me parle ? Disons que je trouve absurde les critiques qui lui ont été adressées. Alors justement, les critiques, par exemple Sandrine Rousseau, qui renvoie d'ailleurs à la politique nataliste d'autres époques, elle laisse entendre que c'est l'époque de Pétain. La politique nataliste en France, elle a pris un nouvel essor au sortir de la guerre. 46. En 45. C'est pas Pétain, c'est De Gaulle. Donc Sandrine Rousseau s'applique avec zèle à dire absolument n'importe quoi. Qu'il y ait une politique nataliste, c'est tout à fait normal, tout à fait compréhensible. Alors, on peut la discuter en tant que telle. On peut dire que ça
au niveau mondial, le souci écologique et la politique nataliste ne sont pas forcément compatibles. Ouais. Parce que c'est ce que disait Lévi-Strauss. Moi, je suis né sur une terre, il y avait 2 milliards d'hommes, je vais quitter la terre, il y en a 6 ou 7 milliards, ce n'est pas vivable. Nous, on en est à 9. Donc voilà une réflexion qu'on est en droit de mener. Mais bon, je ne vois pas en soi, je ne vois rien de nauséabond dans l'idée, parce qu'il ne s'agit pas de dire que les femmes sont des ventres qui doivent féconder. C'est absurde. Il s'agit de mener une politique qui leur permette à la fois d'avoir des enfants et de vivre indépendamment et d'exercer leur métier. Donc c'est absurde. Il vaut mieux favoriser une politique nataliste ou favoriser l'immigration? Je ne sais pas si nous sommes condamnés. Ouais. Je ne sais pas du tout si nous sommes condamnés à cette alternative. Mais ceux qui disent que pour combler la baisse des naissances, il faut faire venir des gens d'ailleurs. Alors on va préciser les choses, c'est ce qui a été fait en Allemagne et c'est ce que préconise le patron du MEDEF. Oui, alors c'est très intéressant. C'est ce que préconise le patron des MEDEF et c'est ce que préconise aussi le patron de Mediapart. Donc MEDEF, Mediapart, même combat. Les insoumis et les chefs d'entreprise sont sur la même longueur d'onde. Pour les uns... Vous dites Mediapart insoumis? Oui, c'est pareil. Pour les uns et pour les autres, les hommes sont interchangeables. Voilà. Et vous, or, force est de constater qu'ils ne le sont pas. Ouais. Et que donc, s'il y a un trop grand nombre de gens en France venus d'un monde totalement différent, avec ses coutumes, ses mœurs, ses valeurs, etc., ça ne peut pas le faire, excusez-moi. C'est quoi, ce que vous dites, ça correspond au bruit et aux odeurs de Jacques Chirac? Au bruit et aux odeurs de Jacques Chirac? Mais je ne dirais pas les choses comme ça. Non, mais c'est pas forcément les bruits et les odeurs. Ouais. C'est-à-dire, on le voit très bien. Parce que vous parlez d'angoisse existentielle des Français du fait de l'immigration. Il y a une angoisse existentielle. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Ortega y Gasset, le premier droit de l'homme, c'est le droit à la continuité historique. Ce droit est aujourd'hui menacé et même bafoué. Et de quelle manière et par qui? Et il est bafoué parce que précisément, on parle même d'une loi séparatisme, parce qu'en lieu et place de l'assimilation, puis de l'intégration espérée, nous voyons sous nos yeux notre société se désintégrer. C'est la fameuse phrase de Gérard Collomb, les communautés côte à côte qui sont en train de se retrouver face à face. On en a des témoignages quotidiens à travers ce qu'on appelle faussement les faits divers. Alors ces témoignages... Précisez les choses. Parce que quand vous dites les faits divers... La violence dans tous les affrontements. Vous dites la violence, elle est issue... Elle est provoquée elle est dans les par quartiers, l'immigration. Ouais. Mais c'est quoi? C'est l'immigration? Les quartiers, c'est quoi? Je sais pas, je pose la question. Les quartiers, c'est bien entendu, puisque le peuple d'origine a quitté ces quartiers. C'est ce que montre admirablement Christophe Guilluy. Voilà. La France périphérique, c'est celle-là. C'est des gens qui habitaient la banlieue et qui ne peuvent plus le faire. Donc la violence, les délits, ce sont les immigrés? Ou les enfants d'immigrés? Je ne dirais pas les choses ainsi, mais il y a en effet des faits de délinquance dans les quartiers qu'on appelle populaires. Il y a un séparatisme de plus en plus perceptible et même ostensible. Et si les choses continuent, on s'oriente vers une sorte de guerre intérieure. Ça veut dire quoi? Guerre civile? Guerre civile. Mais ça veut dire... Guerre de civilisation, en tout cas. Guerre de civilisation, ça veut dire quoi? Guerre entre ce qu'appelle extrêmement les Français de souche et les autres? Moi, les de toute immigrés? façon, je n'ai aucune... je vois pas pourquoi Français de souche serait une expression d'extrême droite. Non, mais il y a des Français d'origine française, il y a des Français d'origine étrangère, comme moi, et puis il y a des Français aussi, aujourd'hui, délibérément francophobes. On le sait très bien. L'injure la plus fréquente en Seine-Saint-Denis et ailleurs, les injures les plus fréquentes, c'est sale juif et sale français. Donc les Français dits de souche
et les Français juifs, aujourd'hui, sont un peu dans le même bateau. Et d'ailleurs, les uns et les autres quittent ces quartiers aujourd'hui. Donc, il faut, je veux dire, c'est tout. Oui. Eyes wide shut, ou bien alors on regarde les choses en face. Quand vous dites ça, français francophone, vous parlez des musulmans ? Mais ils sont pas tous musulmans. Ouais. Ils sont pas tous musulmans. Mais la question, en effet, de l'intégration de l'islam se pose. Je vais donner 2 exemples fournis par Jean-Pierre Aubin, l'inspecteur qui a dirigé l'enquête sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse en France en 2004. Et le doyen de cette équipe d'inspecteurs se rend dans un lycée de banlieue, c'est en 2003 donc, et il s'aperçoit qu'il n'y a plus d'élèves juifs. On le lui dit. Il dit, mais comment ça se fait ? Comment vous expliquez ça ? Réponse des professeurs, ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. 2e exemple, donné toujours par Jean-Pierre Aubin, tout récemment, dans son dernier livre, « Les profs ont peur ». Et un président de région va assister à un cours d'histoire dans un lycée. Le prof d'histoire de ce lycée, au sortir du cours, lui dit « Ben oui, monsieur le président, je viens de faire un cours sur Hitler et le nazisme et je n'ai pas parlé des juifs. Mais si vous voulez, le problème, c'est que je ne veux pas que ma voiture soit vandalisée comme la dernière fois. Je suis obligé d'être prudent. J'ai une femme et des enfants. » Voilà la réalité. Et on parlera d'une autre réalité à la fin de cette émission, l'après 7 octobre, au Proche-Orient et en France. Vous parlez aussi de la transmission et de l'école dans ce livre. En partant de cette citation de Marc Bloch, nous demandons un enseignement secondaire très largement ouvert. Son rôle est de former les élites sans exception d'origine ou de fortune. Et Marc Bloch qui ajoute: du moment qu'il a cessé d'être un enseignement de classe, une sélection s'imposera. Est-ce juste ou pas de dire que l'école et peut-être la République ont failli sur ce point ? Ils sont faillis, mais surtout, donc, ce texte de Marc Bloch est extrait d'un article qu'il a écrit en 1943, à un moment où on pensait déjà à la reconstruction de la France. Et donc, il dit les choses très, très clairement. On ne veut pas d'un enseignement de classe, donc on veut la sélection. Aujourd'hui, ce n'est plus compréhensible. Et vous, c'était un peu votre réalisme en 68. Mais non, c'est dans un lycée comme ça que j'ai vécu, dans cette période que j'ai vécu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus compréhensible. La sélection est perçue comme un instrument quasi sadique de reproduction sociale. C'est-à-dire, nous sommes séparés de Marc Bloch par Pierre Bourdieu. Bourdieu 64 et son livre... Avec Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Dans Les héritiers, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, la méritocratie est un leurre. En fait, la sélection ne sert qu'à voir, qu'à discerner, distinguer les élèves bien nés des autres. Et les bien nés, on leur dit, puisqu'ils passent les examens, que c'est ceux qui sont pas bien nés qui sont doués. Alors que la sélection, c'est la base de la méritocratie républicaine. Alors, mais justement, il dit cette méritocratie n'existe pas. L'école a intégré la critique de Bourdieu, la sélection a disparu, moyennant quoi le niveau s'est effondré. Et l'école est allée plus loin, parce que la culture générale, qui était au cœur de la transmission, est apparue comme une culture particulière. Bourgeoise, qui favorisait les favorisés. Donc, on l'a progressivement écartée. Production, avec les meilleures intentions égalitaires, d'un véritable enseignement de l'ignorance. Et maintenant, on s'en aperçoit, ce qui est très intéressant. Donc, c'était Gabriel Attal quand il est ministre de l'Éducation nationale. Et il s'en aperçoit, et l'extrême gauche considère que cet appel à l'excellence et à l'exigence sont réactionnaires. La gauche, c'était la République, c'était l'école, c'était la laïcité. Elle a déserté tous ces principes. Et la gauche aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quelque part une partie de la classe politique qui est contre l'école telle qu'elle doit être, contre la République, contre la laïcité ? La NUPES, ou ce qu'il en reste, c'est effectivement renchérir encore sur les thèses de Bourdieu, empêcher la sélection, empêcher même la création de ces groupes de niveau souhaités
par Gabriel Attal, faire en sorte que ça continue toujours dans le même sens. Et la gauche était aussi la laïcité. Et maintenant, c'est quoi? C'est l'abaya. Et quand... Enfin, pas toute la gauche, hein. Le Parti socialiste n'était pas sur mais quand sur la cette thèse. gauche s'en prend à l'enseignement privé, c'est pour Donc la polémique autour de le collège Stanislas et défendre, encore une fois Mediapart, le lycée Averroès. Ouais. Donc la gauche aujourd'hui préconise, au lieu de défendre la laïcité, préconise l'islamisation d'une partie de la France. L'islamisation de l'école, de l'éducation? L'islamisation de manière générale. Alors d'ailleurs, quand vous entendez la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, accuser ses détracteurs, elle l'a fait en milieu de semaine, de faire d'elle un symbole d'une caste à abattre, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'elle est dans le vrai? Non. Elle a donné une explication extrêmement maladroite de son choix du collège Stanislas pour ses enfants. D'il y a 15 ans. Mais je remarque que Pape Ndiaye avait mis ses enfants, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, avait mis ses enfants à l'école alsacienne et ça n'a pas suscité la même indignation. Comment vous l'expliquez? Parce que Pape Ndiaye est, pour toute une partie des médias, intouchable. C'est Pape Ndiaye, c'est un ministre de l'Éducation noir. Donc, on ne va pas, si j'ose dire, lui chercher des poux dans la tête. Mais moi... Donc, ça veut dire racisme anti-blanc, quelque part? Non, hein? C'est une sorte d'atmosphère woke. C'est pas du racisme anti-blanc, c'est une atmosphère woke. Il faut favoriser les gens venus de la diversité. Mais moi, j'adresse un autre reproche à notre ministre de l'Éducation nationale et derrière elle au gouvernement. C'est l'intitulé de son ministère. Ministre de l'Éducation nationale, j'y arriverai, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques. Comment mettre sous le même toit la culture de l'âme, la vie avec la pensée et les Jeux du cirque? Parce que c'est vraiment... Même le symbole des Jeux Olympiques de Paris, ça passe pas. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'éducation nationale. Ouais. Jusque dans les années 30, le ministère de l'Éducation nationale, c'était le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Ensuite, c'est devenu le ministère de l'Éducation nationale, mais ça comprenait... C'était la culture, quoi. Hein, ça comprenait le département des Beaux-Arts. Ouais. Maintenant, c'est les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'est terrible, en fait. C'est terrible. On va avancer parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, enfin pas beaucoup de temps. Du discours politique et général de Gabriel Attal, vous en avez parlé. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que la jeunesse, c'est un atout ou un handicap pour le nouveau Premier ministre? Je ne sais pas. Je n'aime pas raisonner en ces termes. J'aime pas. On verra. Non, mais un mot sur Attal. Si c'est un atout ou un handicap, moi, je ne veux pas l'accabler aujourd'hui. J'espère qu'il sortira du en même temps, que son souci de l'école se traduira dans les faits. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je lui souhaite bonne chance. Vous lui souhaitez bonne chance. Oui. Hein? Et sortir du en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Notamment dans les thèmes qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas, quand Emmanuel Macron nous explique qu'il se félicite de voir une France unie défiler contre l'antisémitisme et que le lendemain, il refuse d'aller à cette manifestation pour préserver l'unité du pays. Donc, il est dans un en même temps quand même tout à fait étrange. Enfin, disons. Ça veut dire quoi, quelque part? C'est un écartèlement. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent, en disant ça, il a dit que les banlieues étaient antisémites? Non, il n'a pas dit cela. Il a dit simplement, il a laissé entendre qu'il n'était pas le président de la République française une et indivisible, mais le gestionnaire affairé de la mosaïque française. Il a pris acte de cette division et il a dit, ça ne va pas, on va pas agiter le chiffon rouge devant effectivement les banlieues qui peuvent entrer en ébullition. Alors,
Vous citez Thomas Mann, admirer le passé mais me semble-t-il pas forcément contraire à la vie et c'est préférable à l'outrecuidance. La citation est un peu plus longue, mais je passe à l'autre, Paul McCartney, sa chanson Yesterday, I Believe in Yesterday. C'est-à-dire qu'en vieillissant, vous êtes plongé dans quelque part l'amertume, la nostalgie. Est-ce que c'était mieux avant ? Il n'y a pas d'amertume dans ce chapitre. Le choix de McCartney est plutôt cocasse. Donc, vous avez en tête les paroles de la chanson, vous pourriez les chanter Non, je pourrais pas les chanter. D'autant, enfin, ce dont je me souviens, c'est que lorsque McCartney, c'est au réveil que McCartney avait rêvé cette mélodie. Elle lui était venue dans le sommeil. Et il s'est dit, c'est pas possible. C'est trop beau, ça peut pas être moi. Donc il a téléphoné à ses amis, notamment avec Clapton. Il dit, est-ce que c'est toi ça ? Tout le monde lui a dit non. Et donc les premières paroles qu'il a mises sur cette mélodie, c'était Scrambled Eggs, œufs brouillés. Et ensuite c'est devenu I Believe in Yesterday. Et vous, you believe in yesterday ? J'ai choisi McCartney, donc encore une fois par manière de plaisanterie, mais parce que j'ai effectivement je suis envoûté par sa voix et ses mélodies depuis très longtemps. Alors ça m'a amusé de le mettre à côté de Tocqueville, de Kundera, de Levinas ou d'Hannah Arendt. Et il n'y a pas d'amertume non plus dans ma liste. Il est vrai que aujourd'hui la nostalgie est suspecte et même criminalisée. On n'a pas le droit de regarder derrière soi. Et je dis, si, moi je vais regarder. Et je fais la liste de c'était mieux avant. Mais pourquoi la nostalgie est-elle suspecte ? C'est très simple. Et d'ailleurs, je l'ai vu à travers des articles de Télérama, magazine culturel. Ah, vous lisiez Télérama. Magazine culturel, ça m'arrive. Et donc, sur 2 films inoffensifs, qui étaient Les Enfants du Marais et Amélie Poulain. Et tout d'un coup, ces films étaient qualifiés de pétainistes. Franchement, pourquoi ? Parce que c'était une France ethniquement homogène. Et donc, avoir la nostalgie de ce genre-là, c'est pas bien, parce que on n'a pas le droit de se retourner. La diversité heureuse doit être célébrée tout le temps. Voilà. Et donc, ainsi, Orphée n'a qu'à bien se tenir, sinon, ça veut dire qu'il est facho. Est-ce que c'est vrai, et c'est pour ça que vous regrettez la dévalorisation de l'histoire du roman national ? Je n'ai jamais parlé de roman national. Mais vous l'avez laissé entendre. L'histoire doit être enseignée pour ce qu'elle est. Et aujourd'hui, il y a une sorte de méfiance à l'égard de l'idée même de nation. Et donc, de nation ou de patriotisme ? De nation, c'est-à-dire pour éveiller les enfants au cosmopolitisme, on noie la nation dans plus grand qu'elle. On pense que le nationalisme est à l'origine de toutes les horreurs du XXe siècle. Mais c'est Mitterrand qui disait, le nationalisme, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais Mitterrand connaissait mal l'histoire qu'il avait lui-même traversée. Il avait vécu la guerre, voilà. Il aurait dû, à ce propos, lire Raymond Aron. Raymond Aron dit que vous citez dans le livre. Que la vraie alternative, le vrai enjeu... Et d'ailleurs, Raymond Aron, le Finkielkraut de 68... Il n'était pas très aroniste. Non, mais, je veux dire, je ne m'acharnais pas contre Aron non plus, mais je ne le lisais pas à cette époque. En tout cas, j'ai lu depuis ses chroniques de guerre, et il avait senti l'enjeu essentiel de la guerre hitlérienne, c'était nation libre contre empire tyrannique. Et il disait, la résistance à l'envahisseur hitlérien se faisait au cri de « Vive la Hollande !» Vive la France, vive la Pologne. Donc, on se prévaut de l'histoire du XXe siècle pour arracher des hommes le sentiment national. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à cette histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous critiquez ceux qui ne font plus la différence entre Pétain et De Gaulle. Mais je dirais même plus. De Gaulle, dans ses confidences à Perfit, en 1959, à Alain Perfit, dit c'est très bien qu'en France, on reçoive des gens de toutes origines. Mais la France, dit-elle, est quand même un vieux peuple. Les Français sont quand même un vieux peuple de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Cette phrase, dans le contexte aujourd'hui, fait de Gaulle, l'homme du 18 juin, un émule d'Adolf Hitler.
Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Alors vous consacrez, voilà où nous en sommes justement à la Finkielkraut, un chapitre à l'antisémitisme et à l'identité juive. Vous, Alain Finkielkraut, le fils de déporté survivant d'Auschwitz. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti le 7 octobre ? Est-ce que vous en avez souffert depuis ? Écoutez, bien sûr, et j'espère que les Juifs n'ont pas été les seuls à souffrir devant cet événement, un événement effroyable, un pogrom d'une férocité et d'une ampleur inouïe, et qui mettait, si vous voulez, Israël en porte-à-faux. On a construit Israël pour que de telles choses ne soient pas possibles. Ouais. Et ça s'est produit en Israël. Et il faut bien dire, en Israël. En Israël, à l'intérieur d'Israël. Un pogrom à l'intérieur d'Israël. C'était pas la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, c'était deux armées ennemies. C'était pas du tout la même chose. Là, c'était vraiment dans la cour. Voilà, c'était dans la cuisine des gens. Mais David Grossman avait vu des choses avant le 7 octobre. Il dit tragiquement. Et David Grossman nous rappelle les choses, qui a perdu son fils pendant une précédente guerre. Tragiquement, en 2006. Tragiquement, Israël n'a pas su guérir l'âme juive de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne pas être chez soi dans le monde. Voilà. Et c'est terrible parce que ça concerne, et cette blessure est à vif depuis 7 octobre, parmi les Israéliens, mais parmi les Juifs du monde entier, du fait, par exemple, de l'ampleur des manifestations pro-palestiniennes et antisémites partout. Pourquoi, 75 ans après sa création, et puis on l'a vu dans ces manifestations dont vous parlez, on met encore en cause la légitimité d'Israël et on cherche même à nazifier, ça vous le dit depuis des années, nazifier l'État juif. Et les rôles sont inversés, Israël est devenu l'agresseur, le Hamas l'agressé. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Qu'est-ce que cela dit de l'état du monde ? Et on va parler aussi de la France, l'état de la France. Écoutez, en tout cas, c'est la grande surprise, c'est le retournement même de la Shoah contre les Juifs. C'est-à-dire, le devoir de mémoire, c'était le plus jamais ça ne veut plus se reproduire, et les Juifs devaient être préservés. Maintenant, c'est au nom de l'Holocauste, au nom de la Shoah, qu'on inculpe, qu'on incrimine, qu'on harcèle, qu'on renvoie Israël, qu'on veut renvoyer Israël devant la Cour de justice internationale. Oui, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement d'Israël, il s'agit en effet de dire que d'épingler sur la poitrine des Juifs, non plus l'étoile jaune, mais la croix gammée. C'est le paradoxe atroce du moment que nous sommes en train de vivre. Et alors, en dépit de ça, je sais, pour vous connaître un peu, Alain Finkielkraut, que vous pensez aussi à l'après-guerre Israël contre le Hamas. La paix, elle est envisageable, et point d'interrogation, et à quelles conditions ? Écoutez, et avec quels hommes peut-être au pouvoir ? Laissez-moi vous répondre avec un peu de temps. La situation est tragique. J'ai toujours plaidé pour un compromis territorial. 2 États ou une confédération jordano-palestinienne, ça c'est pas à moi de le dire. J'ai toujours plaidé et je continue à le faire. D'autant plus qu'effectivement, l'alternative à la séparation, c'est la promiscuité, et cette promiscuité est impossible. Et on le voit notamment en Cisjordanie aujourd'hui. Mais le 7 octobre a porté un coup terrible à la solution des 2 États. Et pas seulement le 7 octobre. La solution des 2 États ou au camp de la paix en Israël ? Mais les deux. Pourquoi ? Parce qu'on dit, les gens vous disent, la seule manière de s'en sortir, c'est créer un État palestinien. Il y a une sorte de paresse de l'esprit. Parce que qu'était-ce que Gaza ? Gaza, que les Israéliens, qu'Israël avait quitté en 2005. C'était un mini-État. C'était un État riche, qui recevait énormément d'argent. Cet argent n'a pas servi au bien-être de la population, mais à armer le Hamas. Et donc, parce qu'il a créé des tunnels. Donc ça veut dire que les Israéliens se disent, ils ont eu un début d'État. Terminé l'État. Non, mais laissez-moi. Oui. Ils ont eu un début d'État. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un traumatisme long, durable, terrible.
pour que quelque chose comme une solution émerge, il faut en effet un nouveau leadership palestinien, autre chose qu'une autorité palestinienne corrompue avec à sa tête un Mahmoud Abbas négationniste. Ça vous choquerait, par exemple, si à la tête des Palestiniens, il y avait quelqu'un comme Marwan Barghouti ? Peut-être. Hein ? Peut-être. Mohamed Dalan, je ne peux pas Mohamed rentrer dans ces Dalan ou contestations. En tout cas, Barghouti. il faut cela, il faut... Et en Israël. Alors, il faut aussi autre chose que Hamas, mais en Israël, on a affaire également à une frange de l'opinion et une frange politique extrêmement dangereuse. Vous pensez quoi, à Ben Gvir et Smotrich, Je par pense exemple ? Ben Gvir, Ou est-ce que Smotrich. vous pensez aussi à Netanyahou ? Non, attendez. Ouais. Attendez. On a vu cette parodie de justice à La Haye. Mhm. Israël poursuivi pour génocide. Mais le dossier des accusateurs, il était, si vous voulez, étoffé par quoi ? Des déclarations. Pas par une intention génocidaire dans la guerre de Tsahal, non. Mais par les déclarations, notamment d'un ministre du patrimoine qui fait partie de la formation de Ben Gvir et à qui on demandait est-ce qu'on doit jeter une bombe atomique sur Gaza. Il a dit c'est une option. Ouais. Il a été suspendu. Il reste ministre. Et donc, parce Voilà. qu'il faut qu'on passe à la France, donc c'est un danger ces gens-là pour Israël ? Mais c'est un danger pour tout le monde. Est-ce que c'est conforme ? C'est une honte Est-ce que pour c'est les Juifs. conforme à C'est l'Israël ? une honte pour les Juifs. Est-ce que c'est conforme à l'Israël de ses pères fondateurs, Smotrich, Ben Gvir par Mais exemple ? non seulement c'est pas conforme, mais Ben Gvir et Smotrich ne sont pas les héritiers de Ben Gourion et de Rabin, ce sont les héritiers de son assassin. Ce sont les héritiers de son assassin. Et son assassin, à travers eux, est au pouvoir. En tout cas, il est au gouvernement. Et la faute essentielle de Netanyahou, c'est effectivement de se rendre complice de ces gens-là. Et ce qu'ils ont fait encore récemment, c'est une réunion dansante, je répète, dansante, pour demander que les colonies juives soient rétablies à Gaza, avec l'idée qu'il faut aussi que les Palestiniens s'en aillent. Et là, pour vous, c'est une faute. Et pire qu'une faute. Mais c'est terrible, c'est absurde, c'est débile. Alors, cela non plus ne doit pas nous dissimuler ce qui se passe en face, notamment l'UNRWA. Mais il faut qu'on parle de la France. On a vu l'UNRWA, on a parlé de la France. Ce qui a beaucoup marqué les esprits depuis le 7 octobre, c'est la position de LFI. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis des années des déclarations au Roland Nauseaban sur le CRIF sur des personnalités juives comme Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne, Ruth Elkrief ou Moscovici. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moscovici, c'était un antisémite ou pas, puisque c'est le débat en cours aujourd'hui ? Écoutez, je ne voudrais pas qu'il me fasse un procès. Je pense qu'il y a un calcul des insoumis. Ouais. Et je ne suis pas le premier à le dire, et un calcul très inquiétant qui prouve, et j'en reviens à la déclaration de Grossman, que les Juifs aujourd'hui ne font pas le poids. On parle d'un lobby sioniste. C'est-à-dire que le sionisme, ça devait être la réponse par la géographie au délire antisémite. Le délire antisémite, c'est un pouvoir juif mondial, et on dit on va créer un État tout petit, vous arrêtez avec le pouvoir juif mondial. Donc c'est de l'antisémitisme ou pas ça ? Attendez. Eh bien non, on n'a pas... Maintenant, on imagine un lobby sioniste mondial, et c'est Dominique de Villepin parlant de la domination financière qui forçait les artistes au silence sous peine de sanctions professionnelles. Est-ce que quelque part, ça ne ressemble pas au protocole des sages de Sion ? C'est du Drummond presque dans le texte. Bon, ça c'est... Mais d'un autre côté, donc en fait, les Juifs... Ce fantasme est absurde, les Juifs ne font pas le poids. La preuve, l'attitude de la France insoumise. 600 000 Juifs en France, bientôt 8, 9, 10 millions de musulmans. Et donc, le choix est fait. Par Mélenchon ? Par Mélenchon. Son parti a fait carton plein en Seine-Saint-Denis. C'est un des plus fanatiques, David Rigaud, qui est député de Roubaix. David Guiraud, qui est député de Roubaix, et il se dit, beaucoup de musulmans n'ont pas voté, si j'adopte une position très hostile à Israël, hostile jusqu'à la xénophobie, eh ben, j'aurai toute leur voix, et peut-être un jour, grâce au changement démographique, cela me permettra d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, Le Pen-Mélenchon 2027, vous faites quoi ?
Écoutez, j'espère, mon vœu, c'est qu'on n'en arrive pas là. Si Mélenchon devait un jour accéder au pouvoir, les Juifs n'auraient qu'une solution, partir. Donc ça veut dire que c'est Mélenchon-Le Pen, c'est Le Pen. Je ne réponds pas. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous comprenez que les familles des 41 victimes franco-israéliennes du pogrom du 7 octobre demandent que la présence de Mathilde Panot et de LFI soit interdite à l'hommage national qui va leur être rendu par le président de la République la semaine prochaine, le 7 février? Je ne sais pas si on peut interdire la présence. Ouais. Je comprends que cette présence a quelque chose d'indécent, puisque Mathilde Panot et les autres ont refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. C'est pour eux un mouvement de résistance. Mais si d'un autre côté, ils voulaient vraiment faire amende honorable, ce que je ne crois pas, mais si tel était le cas, il faudrait les encourager. Les encourager, c'est pas une provocation d'avoir voulu y aller? Non, c'est pas. Je ne sais pas si c'est une provocation, mais en tout cas. Dernière question. Votre père, maroquinier juif polonais, a été déporté à Auschwitz par le convoi numéro 5 du 28 juin 1942. Il en est revenu. Il avait dû dire, comme tous ces juifs ashkénazes qui avaient choisi la France dans les années 20 et 30, il y a un siècle pour fuir les pogroms, heureux comme Dieu en France. Comprendre, heureux comme un juif en France. Est-ce qu'il dirait la même chose aujourd'hui? Mais il disait pas ça, lui. Enfin, beaucoup l'ont dit. Non, Voilà. lui ne le disait pas. C'est-à-dire qu'il était content d'être en France. Il a quand même été déporté de France. Mes grands-parents ont été déportés aussi, dénoncés par un passeur, déportés dans un train Papon de Bordeaux. Ils n'en sont pas revenus. Ils ont été gazés immédiatement. Donc, il avait aussi quelques rancœurs à l'égard de la France, mais il avait confiance. Ouais. Il avait malgré tout confiance. Cette confiance, aujourd'hui, est mise à mal par effectivement la nouvelle situation idéologique et démographique de notre pays. La faute à qui? La faute à quoi? L'immigration, c'est ce que vous semblez Je ne dire? dirais pas la faute Ouais. la faute à, je ne sais pas, mais que la France reprenne le contrôle des flux migratoires, ça me semble une nécessité pour elle et pas seulement pour les Juifs. Avant de conclure, Alain Finkielkraut, merci d'abord. Je rappelle que votre livre Pêcheur de perles est publié chez Gallimard. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.